je vais vous parler de mon parcours, par où j'ai passé et qu'est-ce qui m'a inspiré à faire de l'investissement d'impact après toutes ces années. Et vraiment fondamentalement, le pourquoi, vraiment de la raison que je me suis mis dans l'investissement d'impact. Parce que vous allez comprendre que finalement, j'aurais pu prendre ma retraite, ça fait quand même longtemps. J'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu continuer à dépenser comme je faisais. Et je me suis dit, bon, Alain, je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour redonner à la société. En fait, la première slide ici, un sentiment profond de pouvoir changer le monde. Je pense que tout le monde a ce sentiment de vouloir changer le monde, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, les enjeux que nous avons présentement. Je crois qu'on est tous conscients qu'il va falloir se manier le fessier, excusez-moi, prochainement, parce qu'il y a des enjeux qui nous guettent. Et ces enjeux, même si on se ferme les yeux, bien, ils vont venir d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai un sentiment que je peux contribuer, justement, par l'investissement d'impact, à faire avancer les choses, à faire prendre des consciences, par conscience des gens, pour qu'on puisse bouger et changer, tous ensemble. Donc, je suis né à Saint-Henri. Je ne sais pas si les gens ici connaissent c'est quoi Saint-Henri, c'est à quel endroit. Lorsqu'on parle de Saint-Henri dans les années 70, 69, je suis né en 69, ben, c'était d'une extrême pauvreté. Et puis, j'habitais à Saint-Henri. Et lorsqu'on parle de Saint-Henri, souvent, les gens qui y habitent, ben, ils ne sont pas juste pauvres, des fois, ils ont des familles dysfonctionnelles. À tel point que, on va à Paul-Valent de Saint-Henri, bon, on en a fait des mauvais coups, là, souvent d'ailleurs. Et ben, par contre, c'est ce qui nous forge un caractère. Au fur et à mesure de la vie, on s'entreprend et puis on se décide de se prendre en main puis réaliser ce qu'on veut bien, se permettre de rêver. Donc, je suis né à Saint-Henri, parents divorcés, à l'âge d'1 an, ils se sont divorcés. Donc, effectivement, je n'ai pas eu de père, j'avais de la misère à écouter le directeur à l'école. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me donner des ordres. Moi, je n'ai pas eu ça dans la vie, les ordres de mon père, donc j'avais de la misère à l'école. Enfant Teflon, d'ailleurs. On m'avait mis dans une classe séparée. On était 7. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est parce qu'on a la difficulté à recevoir des ordres. Il faut demander, il ne faut pas exiger. En tout cas, dans un couple aussi, c'est pas facile. Je suis allé chez les sœurs. Donc, à l'âge de 3 ans, je me suis retrouvé dans les foyers d'accueil, dans les collèges, ici, sur le boulevard Laurier, à Montréal. Et la sœur ici, c'est pas la vraie, là, parce qu'ils avaient des gros chapeaux, vous savez, avec des ailes comme la sœur volante. Je ne sais pas s'il y a du monde qui se rappelle de l'émission, la sœur volante. Hein, voilà. Donc, c'était vraiment les sœurs volantes. J'ai passé probablement 2 ans, 3 ans de ma vie dans un collège comme ça. Et puis, c'est pas que j'ai des mauvais souvenirs, sauf que forcément, les parents, ils sont pas. On a 4, 5 ans, 6 ans. Et puis, on cherche toujours l'identité de nos parents et que finalement, ben, les parents, ils sont où? Donc, on n'était pas des orphelins, mais quasiment des jeunes enfants que les parents ne viennent pas visiter. Belle expérience, par contre, parce que là aussi, on a appris à faire des mauvais coups. Donc, ici, ma slide. Lorsque je suis retourné, ma mère, 5 enfants, je suis le plus jeune. Lorsque je suis retourné avec ma mère, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et puis, on habitait dans un grand 5,5 et puis on était plus cassé qu'un clou. Donc, ce que je faisais, je me sentais responsable d'avoir d'une part de responsabilité, justement, dans ce noyau familial, là où on était d'une extrême pauvreté. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas me planter sur le coin de la rue et puis demander de l'argent aux gens qui passaient. Donc, je me souviens, j'ai quêté sur la rue et puis ça a été quand même lucratif. Lucratif, mais ça a été à coût de 10 cents. Hein? Dans ce temps-là, c'était des 10 cents qu'on nous donnait. On prenait l'autobus avec 10 cents puis on mangeait des patates frites à 25 sous. Bon. Donc, lorsqu'on est pauvre, celui qui nous coupe les cheveux, c'était notre voisin. Maudit que je le détestais. J'ai pas réussi à vous trouver une photo. Photo de classe, vous savez, là, on était tous plantés sur un banc, puis les 2 professeurs à chaque côté. J'avais la tête qui ressemblait à une vadrouille. Une grosse vadrouille, vous savez, il y a des grandeurs, les vadrouilles. La épaisse, c'est ça que j'avais là, avec des lunettes d'ailleurs. Parce que c'était le voisin qui me coupait les cheveux. Pas assez d'argent pour se faire couper les cheveux chez le barbier. Le barbier n'est pas cher, là.
On ne va pas chez le styliste, barbier seulement. Et lorsqu'à Saint-Henri, il y avait Vous savez, la notion de vouloir être riche lorsqu'on est jeune, c'est pas pour aller s'acheter une voiture ou avoir des biens, parce qu'on ne connaît pas ça forcément. Être riche lorsqu'on est jeune à Saint-Henri, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de manger correctement? Et pourquoi que le camion de pizza? Parce que j'en ai volé des camions de poulet puis de pizza. Lorsque le camion se stationnait en arrière du Steinberg, il y a du monde qui connaît ça, Steinberg? Anciennement, peu importe, une épicerie. Ben nous, ce qu'on faisait, on sortait de notre trou comme des rats, et puis on allait dévaliser le camion. On se pognait des boîtes de poulet. Puis chez moi, j'avais mon congélateur, puis dans le congélateur, j'avais ma section, puis il n'y a personne qui pouvait toucher à ma bouffe. Imaginez, là. On n'est pas dans une tribu, on est dans une famille. On n'est pas dans le jungle, on est dans un appartement à Saint-Henri. Rapidement, donc, il a fallu, effectivement, on a des prises de conscience sur notre propre identité. Et puis, je me disais, mais Alain, si tu veux te sortir de cette merde, excusez-moi l'expression, ben c'est pas le voisin parce que c'est lui qui me coupe les cheveux, c'est pas la sœur parce que je l'aimais pas. Donc, qui va te sortir de ton trou? Ben toi-même. Et je pense que c'est là la première notion d'entreprendre quelque chose par ses propres forces. Ben, ça vient de la jeunesse, tel que vous d'ailleurs. Vous êtes tous des entrepreneurs ou des entrepreneurs qui vont être. À un moment donné, les forces qu'on va aller chercher, ben, ça vient de l'enfance. Et moi, je suis estampé de mon caractère qui vient de mon enfance d'ailleurs. Donc, je me suis posé la question, c'est là que je me suis senti pour la première fois un héros et un rebelle de Saint-Henri. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai fait pour faire de l'argent à Saint-Henri. Il ne faut pas. Ma première job, je passais régulièrement, en revenant de la polyvalente à Saint-Henri, je passais sur la rue Notre-Dame et puis à un moment donné, je me suis arrêté, puis je faisais le pitié, c'est sûr. Et j'ai eu mon premier emploi dans un restaurant de patates hot dog, au coin de Saint-Henri et puis Turgeon. Ah, Notre-Dame et Turgeon, excusez-moi. Comment est-ce qu'il me payait? Je faisais la vaisselle, je lavais le plancher. Il me payait d'une façon très simple. 2 hot dogs, une patate. Et pour moi, j'étais super content parce que j'avais réglé mon problème de nourriture. Parce qu'il arrivait des jours qu'on ne mangeait pas. On ne mangeait pas comme on voulait. Et par la suite, bien sûr, j'ai commencé à faire des petites jobines. J'ai distribué la presse. La Voix populaire dans le quartier Saint-Henri. J'ai fait des petites jobines comme ça. Je me suis ramassé aussi à la Maison des Jeunes. J'avais des bons contrats à la Maison des Jeunes. Et au fur et à mesure, et à un moment donné, je me suis ramassé comme vendeur d'encyclopédies Grolier. Hey, des encyclopédies, c'est incroyable. Aujourd'hui, Wikipédia. Avant, on consultait l'information avec des encyclopédies. Imaginez, je vendais ça 2000 $. C'était du vol. Wikipédia gratuit aujourd'hui. Bon. Donc, à l'âge de 15 ans, pour faire rétrospective, je suis retourné chez ma mère. Pour avoir peut-être 12 ans. J'ai passé quelques années avec. Et à 15 ans, là, j'ai vu que ça allait pas bien. Ça faisait la fête, ou peu importe. Et puis, j'ai dit « Bye bye, maman ». Et puis, pourquoi elle est partie? Pourquoi je suis parti? C'est parce que avant ça, je l'avais même motivée à se trouver un autre mari. Parce que ma mère a pleuré toute sa vie. Lorsqu'elle avait un facteur qui est passé donner la poste, ben, elle est tombée en amour avec, puis elle a pleuré toute sa vie. Moi, j'en ris, vous ne riez pas, mais bon, elle a pleuré longtemps pour le facteur. Et que finalement, un jour, je lui ai donné un petit message. J'avais lu des livres là, de motivation, Aimé Fox, Dr. Murphy, dans ce temps-là, tous les livres de motivation. Et là, je lui ai fait une belle phrase là, pour qu'elle s'auto-motive à trouver un mari. C'est ce qu'elle a fait. Ça a marché. Et finalement, je lui ai dit, ben, écoute, vous déménagez, moi je déménage de mon côté. Et puis, c'est ce qui est arrivé. J'avais à peine 18 ans. Bon, on me dit souvent je suis un entrepreneur en série. C'est parce que j'en ai fait des affaires, c'est incroyable. J'aurais pas le temps de tout vous dire aujourd'hui. Mais les choses qui m'ont marqué le plus de ce que j'ai fait, je les ai mises ici. Effectivement, j'en ai fait beaucoup d'autres, mais... Donc,
À l'âge de 18 ans, j'étais dans un bar français, puis j'ai fait connaissance avec des Français qui cherchaient un beau Québécois comme moi. Pas beau, bon, celui-là. Ah, il rit. Ah, merci, merci. Et puis, ils m'ont proposé d'ouvrir une boutique d'antiquités, de meubles antiques. Et c'est quoi des meubles antiques? Ben, pour nous, dans ce temps-là, on était dans le franc, on achetait des containers de meubles qui étaient en train de tomber. Et puis, plus que les pentures graissaient, ben, plus que les gens aimaient ça ici. On achetait une armoire à 500 francs, et on vendait ça ici 3000 $. Imaginez. Ça s'appelait JPA Antiquité sur la rue Duluth et Berry. Le passé, j'ai fait 2 ans avec ça, puis après ça, j'ai vendu. Ça a été ma première expérience avec des actionnaires. Après ça, j'ai eu l'occasion d'avoir une compagnie d'entretien. Et c'est drôle parce que ça s'appelait « Les entreprises exécutent ». C'est poche comme nom, je le sais, mais vu que j'étais vraiment exécutif, autrement dit, je passais à l'action, ben, j'ai quelqu'un qui me dit « Mais Alain, pourquoi pas? Moi, je me semble que je verrais ton nom d'entreprise, les entreprises exécutent. » J'ai dit « OK. » Et pourquoi? Parce que j'avais la possibilité et j'avais une facilité à rallier les gens et puis à réaliser des contrats du jour au lendemain qui demandaient 20, 30, 40 employés. Donc, j'ai eu cette entreprise pendant un bon bout de temps et par la suite, j'ai vendu pour pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon. Un grand tournant. J'étais à l'école des adultes. Teflon, faites la liaison, Teflon, adulte, terminé le secondaire, en tout cas, à l'école des adultes. Et là, il y a quelqu'un qui cherchait un représentant des ventes, mais j'avais jamais fait de vente de ma vie. Sauf vendre une recette, formule magique à ma mère là, pour qu'elle arrête de pleurer de son facteur, qui a marché d'ailleurs. Et je me suis retrouvé chez Gamopop. Gamopop, c'est une société qui fabriquait des machines à condom. Que vous voyez aujourd'hui, présentement, il y en a partout. Ils sont plus omniprésents parce que c'est pas nouveau, là, ça date. Mais dans le temps, là, on consommait des condoms dans les machines comme ça. C'était beaucoup plus privé, gênant d'aller à la pharmacie se prendre des condoms, genre. Mais aujourd'hui, c'est très ouvert, bien sûr, c'est pas pareil. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé pour eux pendant 6 mois. Je leur ai rapporté beaucoup d'emplacements là où on devait placer des machines à condom, des finger ticklers, des cock rings, toutes sortes de patentes que j'ai mis après. Et que finalement, après 6 mois, ils ont fait faillite. Donc, je leur ai dit, attendez un instant, vous me devez de l'argent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné des machines. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai commencé à les placer un peu partout. Et j'ai tapissé Montréal de machines à condom. Je passais mes soirées dans les bars. Et pour moi, c'est du travail. Je prends une bière, j'étais dans les toilettes au Belmont, à la rue Saint-Laurent. Vous connaissez ça, le Belmont? Hein? Et puis là, je voyais les gars qui craquaient, là, des finger ticklers, des cock rings, toutes sortes de patentes, là, du niaisage d'ailleurs, excusez. Je pense que ça ne s'utilise même pas, mais les gens mettaient $1, $2. Après 1 an, j'en avais 300. Après 2 ans, j'en avais encore plus. Puis après ça, je me suis lancé dans les machines à café, les VK300+, des machines à toutes sortes de machines. Vendues. Pourquoi? Parce que j'étais tanné, puis je me disais, comme Luc dit, voir grand. Non, je trouvais ça gênant d'ailleurs. Bon, c'était amusant lorsque j'avais des machines à tampons au Super Sex, on s'entend. J'allais dans les loges remplir les machines, ça je trouvais ça agréable. Mais à part que ça, il n'y avait rien de valorisant. Puis je me disais, bien, il y a autre chose à faire, passe donc à une autre étape. La machine que vous voyez ici, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est pas une machine du Loto-Québec, là. Vous savez, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi? Un guichet. C'est une borne Internet. Ah oui. Avant, il n'y avait pas l'Internet dans les maisons ici. Très peu. Le 484, le Commodore. Non seulement lorsque tu en avais un, tu avais le temps d'aller faire l'épicerie pour avoir ton résultat de recherche puis revenir, genre. Mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai importé, c'est pas celle-là par contre, j'ai importé des bornes Internet. On avait ça aux Galeries d'Anjou, Feu Pointe-Claire, Terminus Voyageur. Les gens mettaient 2 $ dedans et ils pouvaient aller sur la toile du Québec pendant 10 minutes. Ou 15 minutes, je ne me souviens pas. Bon, ça prenait 1 minute juste pour charger une page, genre. C'était payant. Donc, après ça, j'ai tout vendu, ces bornes Internet. Pourquoi?
ben encore une fois, c'était super agréable. On n'avait pas besoin d'aller remplir la machine à tout coup de condoms, de friandises, quoi que ce soit, parce que j'avais aussi des machines à gomme, à toutes sortes de friandises. Une vieille photo que j'ai trouvée dans mon garage. Écoutez, notre paye, c'était des 25 sous, des dollars, des 2 dollars. Lorsqu'on arrivait à la banque, on avait 2 diables, puis il y avait des boîtes qui étaient toutes stackées une sur l'autre, et on allait faire un dépôt. Effectivement, il fallait aviser la banque. Pourquoi? Parce qu'on avait des dizaines de mille de dollars juste en change, imaginez, là. Juste en change. Donc ça, c'est une photo. Je suis jeune. Ouais. Les résultats de la persévérance. Ben oui, parce que vous savez combien de personnes dans ma vie qui me disent « Alain, tu rêves. » Ben eux, maintenant, lorsque je leur disais « Moi, je vais travailler fort le week-end, continuer à sortir, à faire la fête, puis un jour, je vais être sur mon bateau, puis vous allez continuer à travailler, boys. » Ben c'est le cas. Donc, les résultats de la persévérance, ça a un prix. Tantôt, je parlais à quelqu'un, être millionnaire, multimillionnaire, ça a un prix. Un prix des sacrifices, un prix de plusieurs choses à faire dans sa vie. Être pauvre, il y a un prix aussi, être pauvre, mais il faut être prêt à accepter cette chose. Après si peu de réussite, de succès, je gagnais quand même super bien mon argent dans ces années-là. J'avais à peine 22 ans. Mais j'ai commencé à faire une quête intérieure. Parce que j'étais déjà lassé. Non pas délassé, mais écoutez, j'avais 22 ans, là. Je me souviens, je suis allé m'acheter un camion à 52 000, un Toyota 4Runner, puis il a fallu que je montre aux concessionnaires mon crédit d'argent pour leur démontrer que j'étais pour être en mesure de leur payer. Parce qu'ils ne me croyaient pas. De toute façon, des machines comme ça, on s'entend, on ne déclare pas toujours. C'est comme les containers, on ne déclare pas toujours ça. Et puis par la suite, ben, je suis allé parcourir des ashrams. J'ai tout lu. Sincèrement, là, j'ai tout lu. J'ai lu Eddie Murphy, Amy Fox, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est tous des livres de motivation. La visualisation créatrice. Pour justement, j'étais à la recherche de quoi? J'étais à la recherche de pourquoi je fais tout ça dans la vie, pourquoi je suis toujours en train de courir, puis m'essouffler moi-même, d'ailleurs, et puis toujours vouloir espérer le résultat, le résultat, le résultat. Et voilà le cheminement que j'ai fait pour arriver à l'investissement d'impact social. Donc, à l'âge de 27 ans, bon, je ne vous dis pas, je suis allé au Spring Break à Acapulco, c'est des choses qu'on va compter à l'arrière-scène, là, mais... À l'âge de 27 ans, j'ai écrit un manuel. Et ce manuel, c'est très simple, c'est parce que je me suis reprogrammé. Avec mon enfance, j'ai eu des tâches, on appelle ça moi j'appelle ça, c'est vulgarisé, la psychologie salon, genre. J'avais des tâches, des ancrages à l'inconscient, tel qu'Anthony Robbins dit. Et puis, il fallait que je relève certains défis d'habitude que j'avais. Et c'est quoi ces habitudes? C'est des peurs. Et c'est de mettre un plafond à savoir, « Ah non, je pense que je ne peux pas le faire plus que ça. » Bien, moi, je peux vous dire, là, les limites, là, il y a juste une personne qui se les met, c'est vous. C'est juste vous qui se mettez les limites entre les deux oreilles. Donc, j'ai écrit un manuel, Comment réussir. Et Marc Poisson, il m'a aidé beaucoup avec ses livres, Le millionnaire instantané. Et parce que ici, il y a un paragraphe que j'adore, et c'est simple, c'est que la concentration véritable, le sacrifice de tous vos énergies, de tous vos fluides amoureux, vos nerfs, ainsi de suite, tendent sur un même objectif. Pas pendant une journée, pas pendant une semaine, le temps qu'il faut pour réaliser ce que vous voulez faire. Et des fois, ça peut prendre 1 an. Tantôt, j'écoutais quelqu'un qui me disait, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur une idée. Incroyable, 10 ans sur une idée. Donc, après ça, écoutez, après avoir écrit mon manuel, bien sûr, j'avais plus de limite dans la tête. Il n'y avait plus de plafond. Je tenais plus debout, d'ailleurs. Et puis, j'étais quand même arrivé à un niveau de succès. J'aurais pu m'arrêter, arrêter de travailler, puis vivre. Finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas faire autre chose? Et je me suis lancé dans l'immobilier.
Et pourquoi j'appelle ça l'accélérateur? Parce que faire des achats aussi rapidement que ça, puis les flipper, puis en passer des immeubles comme un boulanger ou comme un pâtissier va faire des beignes ou des croissants, bien, il faut le faire. Mais comment est-ce que j'ai réalisé ça? C'est qu'un jour, j'avais un client. Et ce client, il avait beaucoup d'argent. Il y en a encore d'ailleurs beaucoup. C'est devenu mon mentor. Parce que lui, il n'a jamais eu de fils. Donc, j'ai bien compris qu'il était un peu paternel. À un moment donné, un soir, je me mets dans ma chambre. J'avais mon bureau à côté. Et puis, je m'en vais me caler un verre de vin avant parce que je voulais l'appeler pour lui demander de l'aide. Je prends mon courage à deux mains et je me dis, ben, je vais l'appeler. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai appelé. Et je vais vous imiter son accent parce qu'il est yougoslave. Et j'ai dit, « Monsieur Turek, ça va bien? »« Oui, Allah, ça va. »« Monsieur Turek, je vous appelle parce que je voudrais vous demander quelque chose. »« J'écoute. »« Je voudrais vous m'aider à acheter un siplex, Monsieur Turek. »« Une condition. » Et j'ai dit, « Laquelle? »« Que tu achètes un 60 logements. » 3 secondes de silence. Je me suis dit, vous avez ajouté un zéro. Mais crois-tu stupide? 4 secondes de silence. Ben, je me suis dit, j'ai pas l'argent. Non. Je vais te la passer, Alain. Je dis, vous allez me passer l'argent. Il s'appelle Vladimir Turek. Il serait content d'être ici d'ailleurs. Il compte son histoire à plusieurs personnes. Ben, j'ai dit, OK. Il me dit, quelque chose d'important. Alain, j'ai plus confiance en toi que tu as confiance en toi-même. J'ai dit, OK. Donc, résultat, mon premier immeuble a 68 logements. Mon premier pied dans l'immobilier, 68 unités. Il me dit, Alain, je te prête. Mais, n'oublie pas, 12% tous les mois d'intérêt. Oh, shit. Et je ne savais pas comment faire les calculs. Devinez, est-ce que l'immeuble à 68 unités me permettait de le rembourser? Non. Non. Il a fallu que... Écoutez, c'est comme sauter dans une piscine à requins, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu nages. Autrement, tu te fais bouffer. Bien, c'est la même chose. Il a fallu que je fasse ce qu'il m'a dit de faire. Je pense qu'il est venu sur le chantier, sur l'immeuble, le projet, 3 fois en 3 ans seulement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rénové, j'ai augmenté, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, par la suite, bien sûr, j'ai roulé ma bosse. Donc, ça vous donne une idée. En 2000, 74 unités. Pourquoi? C'était un 68, mais c'est devenu un 74. J'ai fait des ajouts. 74, 2001, après ça un 105, après ça un 61, après ça un 51. Et de 2003 à 2005, j'ai fait 500 unités, puis j'ai tout vendu en 2005. J'étais excité de vendre parce que je disais à M. Turek, « Ouais, mais M. Turek, il y a des millions, des dizaines de millions dans le bilan, mais j'ai pas un esti de scène. Tu veux-tu que je te fasse un chèque de millions, puis tu me donnes tout? » Non, 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 vous comprenez pas. Vous comprenez pas, là. Je veux dépenser. C'est ça que je veux. Et à tous les fois que j'allais me chercher une voiture, la première Porsche 911 4S, là, hein? Monsieur Turek, il a fallu que je le convainque pendant 6 mois que je lui en parle. OK, va l'acheter! Mais lui, il a tout roulé. Tu sais, c'est un sage, genre. Il est sage, mais il a dépensé dans sa vie. En tout cas, ouais, il rirait s'il serait ici. Donc, ça a été mon premier parc immobilier. Et par la suite, j'ai pris 2 années sabbatiques. C'est ce qu'on appelle sabbatique, sauf que j'ai roulé quand même, j'en ai fait les choses. J'ai, de 2005 à 2007, là, je rappelais l'argent. On fait quoi, Alain? Je vais te dire, c'est plate rester à la maison. Je m'étais installé en plus du gazon synthétique. Il n'y avait pas de gazon à tombe. Partout, à l'avant, à l'arrière. Partout. Pas de gazon à tombe, tu fais quoi? Bon, OK. Je suis allé à l'école de la Bourse. Quand j'étais plus jeune, je ne vous ai pas dit ça. Et là, je me suis dit, ben OK, Alain, va donc faire un cours en day trading. Donc, je suis diplômé de Day Trading Canada. J'ai commencé à trader sur les plateformes. Ça, on parle de 2 ans. Et en même temps, on venait d'avoir notre enfant. Et puis, pour sortir mon ancienne ex-femme de la maison, je me suis dit, ben, bonne idée, Alain.
tu vas ouvrir un restaurant. C'est glamour. Ah, si, bon, la pire des gaffes. La pire des gaffes. Pourquoi? Parce que c'est demandant. Sauf qu'on en avait deux. Deux beaux restaurants, ça c'est la vraie image. C'est super beau, c'est glamour, c'est plein de la musique. Sauf que c'est plein, mais tu ne fais pas d'argent. J'aimais pas ça, c'est sûr. D'ailleurs, excusez l'anecdote, quand je suis allé voir le franchisé, il me dit « Alain, je veux m'assurer que tu aimes ce que tu vas faire. » Là, j'attends, mais là, j'ai dit « Ben oui, je pense que je vais aimer ça. » Non, non, Alain, la famille Prescafé, là, il faut que tu aimes ce que tu fais. Ben, je dis « Attendez, je dis, avez-vous un franchisé qui ne fait pas d'argent, mais qui aime sa job? » Il dit « Non, c'est pas ça, je vais entendre. » Non, ben, il s'appelle Marshall Hachem. Je dis « Si on fait du cash, je vais aimer ça, c'est sûr. Mais si on n'en fait pas, je vais dire, c'est un peu dur à aimer. » Donc, finalement, Prescafé, bien sûr, je les ai vendus. Pas à perte, mais avec souffrance et beaucoup de travail. C'est tough, un restaurant, je vous le garantis. Donc, après ça, j'ai commencé à faire du coaching. Dans ces 2 années-là, la banque a vu qu'est-ce que j'ai pu réaliser dans la vie, dans l'immobilier. Donc, on m'a référé des bons contrats, des bons clients, des gens qui viennent au pays, qui veulent investir, qui n'ont aucune expérience. La SCHL m'a introduit dans plusieurs dossiers aussi pour de l'immobilier. À tel point que le vice-président des hypothèques des hypothèques de l'Est du Canada, de la Banque Royale 1 Place Ville-Marie, il prête 8 milliards sur le marché, la gueule, ben, il est venu travailler avec moi. Parce qu'il voyait, maintenant, il roule bien, ce gars-là. Ben, il est venu travailler avec moi. Il faisait des hypothèques. Donc, après ça, 2 années sabbatiques, on n'appelle pas ça sabbatique, je ne me suis pas mis un vrai gazon. J'ai continué à aimer mon gazon que je ne devais pas tondre. 2 années sabbatiques. Après, ce que j'ai fait, ben, j'ai recommencé dans l'immobilier. Donc là, cette fois-ci, des plus petits. Pourquoi? Parce qu'on allait chercher des subventions, puis on faisait un maximum d'argent avec des aides financières de la Ville de Montréal. Donc, un 18, un 23, 72, un 43, un 20 unités. Bon, je ne les ai pas tous mis. Et puis, j'ai tout vendu aussi par la suite. Donc, et là, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'idée encore. C'est comme une intuition qui te revient, qui te dit « Alain, la première fois, je me posais la question pourquoi je continue, j'en ai fait encore. Écoutez, j'allais négocier avec des locataires 10 $ d'augmentation. C'est pas une bataille, là, mais c'est stratégique, puis il ne veut pas te le donner 10 $. Je stationnais une voiture à 200 000 $ à 4 coins de rue pour pas qu'il me voie, le locataire. Et là, je dis, ça marche pas, ça marche pas. Le locataire, je ne sais pas s'il y en a ou pas, mais il n'a pas envie de m'en donner 10 $. Il n'a pas envie. Pourtant, Ciboire, excusez-moi, il y a sa putain de caisse de bière qu'il vient d'acheter, mais ses priorités, ce n'est pas de donner 10 $ au propriétaire. Et surtout, et heureusement qu'il n'a pas vu ma voiture. Et heureusement qu'il ne savait pas où est-ce que j'habitais. Donc, à un moment donné, ce sentiment qui nous travaille, on se dit, est-ce qu'on continue de cette façon? C'est pas de faire du mal d'augmenter les gens. On n'a pas le choix d'ailleurs. Moi, j'ai un banquier, puis le banquier, il n'est pas sentimental du tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire une autre requête intérieure. Et c'est ça que j'aime le plus d'ailleurs parler lorsque je présente. Parce que moi, je dis que chaque entrepreneur a quelque chose. La connaissance dans les livres, c'est une chose. J'étais à Paris, là, justement, dans un colloque, puis on parlait justement de qu'est-ce qu'on peut apprendre dans l'université, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique de la vie qui vient de l'intérieur, c'est tout à fait autre chose. Et moi, je dis que chaque personne qui est ici a des inspirations, et que de temps à autre, vous devez aller faire un tour à l'intérieur. Vos idées, ça vient de là. Votre courage, ça vient de là. Il n'y a pas personne qui va vous craquer le matin là, pour vous démarrer. Donc, j'ai fait une quête et cette intuition me rappelait qu'il y a des urgences, il y a des choses autour de ma maison que je ne voulais pas voir, que je me suis rendu compte. Présentement, selon les anthropologues, pour moi qui dit, on va avoir besoin d'une planète supplémentaire en 2021. Attendez, là, on a besoin d'une deuxième planète en 2021 pour vivre. Et pourquoi? Parce que nous sommes présentement dans la 5e plus grande extinction de la race de l'histoire de la planète. Les grands anthropologues, c'est pas Wiki là, qui dit, Wikipédia.
Rien ne va plus. Et c'est là que je me suis commencé à me documenter. J'ai toujours été conscient, effectivement, là, depuis ma jeunesse. Mais lorsqu'on dit que 80% des poissons sont en voie de disparition, lorsqu'on dit que ça prend 200 litres d'eau pour faire une tasse de café, lorsqu'on dit que la chaîne alimentaire est en train de s'inverser, en voulez-vous les enjeux? Il y en a pour tout le monde. On fait quoi? On fait quoi? Donc, c'est toute cette réflexion qui m'a amené à dire, Malin, qu'est-ce que tu fais? À part brûler du cash, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, redonne donc à la société. C'est pas de redonner à la société comme ça, mais c'est de faire quelque chose qui peut avoir un impact positif et qui peut me valoriser une fois pour tout. Écoutez, il n'y a rien de plus valorisant, là, pour moi, d'aider, d'apporter quelque chose qui va changer, améliorer cette planète ou l'espèce humaine. Gagner, 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 gagner toujours de l'argent, à un moment donné, ben, OK, c'est le fun, sauf que bon, ça ne change pas le monde, sauf que... Donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé. Lorsque j'ai commencé mon projet, en fait, j'allais dire j'ai créé, mais je ne savais vraiment pas qu'est-ce que j'étais pour faire. Je suis allé chez Bleu, Blanc, Rouge, LG2, des grandes boîtes de marketing à Montréal. Puis on me disait, Alain, prends ton temps, parce qu'on ne sait pas si tu vas chanter une chanson, tu vas écrire un livre, tu vas faire une pièce de théâtre, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais je voulais changer le monde. Puis eux autres, ils ont dit, OK. La première des choses qu'ils m'ont fait, qu'ils m'ont dit, comment te sens-tu? Un héros, un rebelle? Hein? Pourquoi vous posez des questions comme ça? Parce qu'effectivement, je transpire la marque que je porte, le changement. Et on est allé même jusqu'à faire des études. Lorsque vous aidez, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on aide une personne? Est-ce que c'est vraiment un acte altruiste ou un acte égoïste? Parce que lorsqu'on aide, moi je suis comme ça, c'est pas parce que je suis égoïste. Lorsque le jeune sonnait à la maison, puis il avait le culot de vouloir me faire acheter des palettes de chocolat qui n'est pas bon, puis qui me demande 8 $ la putain de palette, mais je me voyais en lui lorsque j'étais à Saint-Henri. Je me sentais gêné lorsque je revenais à l'école, puis j'avais 2 palettes de vendues, parce que j'avais pas le courage d'aller sonner. Donc, j'y achetais toutes les palettes qu'ils pouvaient me vendre. Je disais, ah ouais, va-t'en. Ils sont trop forts. Il était super content, grosse mère. Je vais tout acheter. Je me voyais en lui. Donc, tout ça pour revenir. Et j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet qui est WeRose.com. WeRose, c'est quoi? C'est un nouveau défi. J'en avais pas de besoin. Je vous le dis, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Après 5 ans de travail, je me suis pété à la gueule. Le premier site qu'on a fait, 250 000, je l'ai foutu à la poubelle. C'est ce qu'on m'a dit de faire d'ailleurs. Je l'ai fait étudier, ça c'est mes idées, mais c'est à la poubelle. OK, on met la poubelle. On se retranche les manches et puis on recommence. Avec des spécialistes et ainsi de suite. Effectivement, si j'avais à faire un deuxième site, ben, ça irait à 100 000 à l'heure, avec les bonnes personnes toujours. Et ça serait beaucoup mieux. Donc, WeRose, c'est quoi? C'est une plateforme de revendication sociale. On prône des actions collectives, que ce soit des pétitions qui sont très connues, que ce soit des boycotts, que ce soit des campagnes de lettres, que ce soit des mises en demeure, n'importe quelle action collective est la bienvenue sur la plateforme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il n'y a pas si longtemps, au mois de novembre passé, le recours collectif contre Hydro-Québec sur les trop perçus. Et puis, on a fait tous les médias, puis on a eu le mérite d'avoir une bonne campagne de presse. Et puis, oui, il y a un recours collectif qui a été intenté sur la plateforme par l'intermédiaire d'une coalition qui s'est formée et qu'on a craqué pour qu'il puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a de différent chez WeRose? C'est justement, tel que je vous disais, c'est qu'on a des ententes verbales, pas encore développées. On a des ententes, pourquoi? Parce que dans un plan d'action qu'on préconise, nous, on peut faire 3 actions, tandis que toutes les autres plateformes ont une action, qui est la pétition, qui est le plus populaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est de partager les actions avec d'autres mouvements. On a déjà e-boycott, on a déjà We Sign It. We Sign It, c'est la pétition, e-boycott, c'est du boycott. Donc, chacun a son bouton, et puis nous, ben, ça nous rapporte des users. Présentement, on est rendu à 300 000, 227 pays. Vous savez quoi? Il y a du monde qui me dit « Alain, 227, mais il n'y en a pas 227. » Bon, Wiki, allez voir Wiki. Effectivement, il n'y a pas 227 pays. Il y en a qui ne sont pas reconnus par l'ONU.
mais il y en a plus que 227. Mais présentement, sur WeRolls, on a des îles qui viennent, je ne sais pas d'où ils viennent, là, mais on est 227 pays inscrits. Voici quelques maquettes de fonctionnalités. Je vous inviterai tous à aller vous inscrire. Ma dernière slide, avant-dernière, la meilleure d'ailleurs. Écoutez, lorsque je regarde cette photo, tout le monde connaît Gandhi, hein? Bien sûr. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mais il y a de quoi que j'accroche là-dessus. C'est quoi? Le changement, tout le monde est habitué, tout le monde entend ça, puis il y a un problème. Là. Lorsque les politiciens mettent le mot changement sur leur caravane, là, maudit que j'aime pas ça. Le changement a été dilué par l'inaction, selon moi. C'est pour ça que la politique s'approprie du mot changement. D'ailleurs, lorsque j'étais chez LG2, je leur ai dit à un moment donné, arrêtez d'utiliser le mot changement. Je ne veux pas faire du changement. Mais Alain, qu'est-ce que tu veux qu'on prenne comme mot? J'ai dit, vous savez quoi? Pour moi, le changement, là, je me suis dit, ils vont me trouver spécial, mais c'est correct. Pour moi, le changement, c'est le silence dans le mouvement. Et là, tout le monde me regarde, OK, bizarre, lui. J'ai dit, arrêtez de penser, là, ça veut dire ferme ta gueule puis bouge. C'est ça que ça veut dire le changement. Do it. Moi, le changement est dans l'action. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas le faire. Fais-le. On le constate. Bon, c'est aussi simple. Donc, Gandhi, je reviens, soyez le changement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour changer? Je ne vous ferai pas une danse, là. Il faut se manier le derrière. Il faut changer soi-même. Le problème, c'est pas la planète. Le problème de nos enjeux, c'est pas les enjeux. C'est notre volonté. Comme Mme Obama disait, hein? C'est notre volonté. Parce que le jour que l'on va changer soi-même, qu'on va participer à son niveau d'engagement personnel, mais je crois que le changement va venir. On n'aura pas besoin de le crier. Et bien oui, it start, ça commence avec vous. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, seul on rêve d'être des héros et ensemble, nous sommes heroes. Parce que si moi je décide d'apporter mon coup de pelle et qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, ben je vais pelleter longtemps. Par contre, si tout le monde s'y met, ensemble, bordel, ça change plus vite que l'éclair. Il faut juste s'unifier sur une même idée, c'est tout. Il faut vouloir changer. Comment? Ben, chacun a sa façon de faire. Donc, voici l'investissement d'impact, voici ma présentation. Ça m'a pris 5 ans de travail. Et ça, j'aime bien cette phrase. Vaincre ou mourir avec mes rêves. Parce que lorsqu'on vient de Saint-Henri, on a deux choix. Soit qu'on dépresse parce qu'on ne fait que rêver et on n'avance pas, ou soit qu'on se mène le derrière pour réaliser ce qu'on a rêvé. Merci.